La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être avec Théodore de la Morinière qui est Head of Sales chez Job2BeDone. Salut Théodore. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Salut, tu peux nous présenter un peu ton parcours? Est-ce que fait Job2BeDone? Oui, bien sûr. Moi, du coup, je suis diplômé d'une école de commerce, un master spécialisé en négociation internationale. Et ensuite, j'ai fait 1 an et demi chez Payfit. Voilà, et, beaucoup appris là-bas, beaucoup de bonnes techniques de vente, en particulier dans le call calling. Et j'ai rejoint Job2BeDone il y a un peu plus d'1 an en tant qu'Head of Sales. Voilà, pour retrouver un périmètre de poste un peu plus large. Voilà. Et avant que tu nous dises un peu de Job2BeDone, c'est un chemin rapide de Sales Accelerator chez Payfit jusqu'à Head of Sales en 1 an et demi. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette ouverture aussi rapidement? Vraiment, le timing, une opportunité intéressante au bon moment. Voilà, en plus, ça arrivait à un moment où je me sentais un petit peu en fin de cycle chez Payfit. Et voilà, j'ai été contacté par Charles pour ce projet qui m'a tout de suite beaucoup plu. On y reviendra, mais voilà, Job2BeDone a une vision du métier de sales qui me correspond bien. Je parlais de périmètre de poste plus large. C'est exactement le cas chez Job2BeDone. On n'a que des sales qui ont des périmètres de poste assez larges. Et voilà, à la fois le projet et la vision du métier m'ont séduit au commencement de ce nouveau poste. Super. Avant qu'on attaque justement sur le périmètre des sales chez vous avec une hybridation entre growth et sales, c'est intéressant que tu nous dises ce que fait Job2BeDone. Alors, Job2BeDone, on a un cabinet de conseil très spécialisé dans le recrutement et la chasse des fonctions sales, marketing et growth. On D'accord. intervient en France et en Europe, voilà, sur des entreprises de secteurs très variés, mais majoritairement du SaaS. Donc vous êtes des vendeurs qui vendaient des vendeurs. Exactement, c'est un super. Super. Maintenant, je te propose qu'on attaque sur ce sujet-là. Donc, cette hybridation entre sales et growth, avec des profils que vous embauchez qui ont des périmètres larges, avec une vision qui vous est propre. Si tu peux nous partager justement de la vision de la vente que vous avez chez Job2BeDone et du métier de vendeur. Ouais, chez Job2BeDone, on veut, comme beaucoup d'entreprises, hein, mais redorer le blason de la vente en France, qui a subi depuis plusieurs années d'une mauvaise image un peu pénible du métier de commercial. Nous, on va essayer de varier au maximum les canaux d'acquisition et de génération de leads. Donc, il y a le canal principal qui est quand même le cold call. Faut pas oublier, c'est une petite parenthèse que je fais sur le cold call, mais que maintenant, avec tous ces outils qui permettent de faire de l'emailing de masse, en fait, on se différencie maintenant quand on cold call, puisque plein d'entreprises ne le font plus. Donc, le cold call devient une façon de se différencier. Même si là, je vais surtout me focus sur le cold emailing, qui est ce qui nous intéresse sur cette double compétence growth commerciale. Chez Job2BeDone, en fait, si tu veux, tous les sales savent faire du growth aussi. Le growth, c'est vu comme une sorte de bien commun à la disposition de chaque commercial. C'est à la discrétion de chacun, c'est pas obligatoire de s'en servir, mais ça permet à la fois d'avoir un périmètre de poste plus large, puisqu'on peut générer des leads sans forcément décrocher son téléphone, juste en raisonnant sur ok, là j'ai envie d'aller targeter cette cible, je vais me faire un screen sur l'emlist sur cette cible, je peux. Et ça me permet de apprendre à utiliser de nouveaux outils et en plus à générer énormément de leads de façon automatique, puisque ça reste des outils très pratiques pour ça. Donc, en gros, si je résume, les sales chez Job2BeDone font du cold call, mais aussi du cold emailing,
avec un objectif va être sur vraiment de la génération de leads. Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout, à savoir, est-ce qu'ils font l'account exécutive aussi et le closing, ou ils sont vraiment dans une logique plus SDR de génération d'opportunités? Alors, il y a les deux parties, c'est une super question. Il y a la partie SDR, en fait, qui, eux, vont gérer juste sur du growth et du cold emailing et du cold calling, et qui ne vont pas faire l'ensemble du cycle de vente. Et puis, on a des comptes exécutifs qui font aussi de la prospection, D'accord. qui sont pas déchargés de prospection et qui, là, eux, du coup, font du full cycle. Que D'accord. ce soit sur des opérations de cold call, que ce soit des opérations de cold emailing, ils vont jusqu'au bout. Et à côté de ça, ils ont aussi des rendez-vous générés par ceux qui font que de la prise de rendez-vous. Et pourquoi vous les avez pas déchargés de la prospection? Parce qu'il n'y a pas encore assez de rendez-vous, ou c'est une vraie volonté? C'est une vraie volonté. Bon, l'idée principale, c'est quand même de prospecter quand ton pipe est vide et que tu as besoin de rendez-vous. Ça arrive encore, hein, évidemment. Mais même l'idée, c'est quand même que tout le monde contribue à l'effort de guerre, de génération de leads. Voilà, c'est la vision qu'on a. Super. Avant qu'on rentre sur l'efficacité du cold call, du cold email, le fait aussi que j'entends, moi je suis un marketeur à la base, hein, j'ai créé 1 minute 30, le fait que j'entends pas beaucoup parler de génération de leads par de l'inbound ou par du marketing. Avant qu'on rentre là-dedans, ça m'intéresse aussi de creuser sur l'activité de Job to be done. Les profils que vous allez proposer aux boîtes avec lesquelles vous bossez vont être des profils un peu hybrides comme ceux que vous recrutez en interne, ou là-dessus, vous êtes plus libre de prendre que des cold callers, que des cold emailers, que des AE, etc. Ça, pour le coup, on laisse vraiment la liberté. Il y a des prospects, des clients qui veulent qu'on leur recrute cette double compétence. Ça reste très marginal. Pourquoi? Parce que la partie growth et la partie sales sont encore distinctes dans beaucoup d'entreprises. Donc, il y a l'équipe growth / sales ops qui s'occupe de toute cette partie, et le sales intervient que pour faire le rendez-vous, dès qu'il y a une réponse. Construit pas de séquence, fait pas d'A/B testing, etc. On y reviendra, mais nous, il y a une raison pour laquelle on a séparé, on a décidé de joindre les deux. Mais non, pour te répondre, nos clients, on va s'adapter à ce que chacun nous demande. Nous, on a une approche très flexible. Voilà, il y a beaucoup de très beaux acteurs sur le marché qui partent des candidats et qui ensuite les envoient chez les clients. Là, peut-être que ça peut être pertinent de se dire, bon, bah là, j'ai eu un bon candidat tout à l'heure, il avait cette double compétence sales growth, ça peut être intéressant. Mais nous, sachant qu'on part des besoins du client pour aller vers le candidat, c'est le client qui va nous dire directement, bah moi, je veux que quelqu'un qui fait du sales, que quelqu'un qui fait du growth. Et donc, du coup, on va aller chercher cette personne-là exactement sur le marché. Et juste encore, si on reste sur Job to be done, il y a beaucoup de cabinets de recrutement dont les sales qui démarchent et qui trouvent les missions vont aussi accomplir la mission et faire la recherche de profils. Est-ce que les sales font ça chez vous, ou c'est là, pour le coup, c'est vraiment une équipe différente qui fait le recrutement? Alors, bah, nous, on a décidé de distinguer les deux. D'accord. Donc, vraiment, Job to be done, c'est une organisation bicéphale avec d'un côté les sales qui font du sales et de l'autre côté les recruteurs qui font du recrutement, nos talent acquisition spécialistes. Pourquoi? Parce que chacun se concentre sur son métier là où il y a plus de valeur. Raison un peu évidente. Puis raison un peu moins évidente. Bon, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Nous, on a identifié un avantage principal à avoir distingué les deux. C'est d'éviter des biais cognitifs qu'on retrouve chez les consultants 360 qui vont à la fois sourcer la mission et la réaliser. Forcément, ils vont être tentés de privilégier les missions les plus lucratives, ce qui chez nous n'est pas le cas. Et par contre, bon, l'inconvénient majeur de cette organisation bicéphale, c'est le changement d'interlocuteur Ouais, pour le client. pour le client. Voilà, on a décidé, il faut faire des compromis. On a décidé plutôt de privilégier, voilà, de ne pas avoir de biais, mais de changer d'interlocuteur. Bon, après, on fait vraiment des jolies transmissions, hein. Je pense que nos clients pourraient le confirmer, mais ils n'ont pas l'impression de se répéter au long du processus, puisqu'on peut pallier à ça en ayant une communication interne irréprochable, ce qu'on essaye de faire chez Job to be done. Super. Bon, bah, alors là, on voit que vous avez dissocié chasse et vente. En revanche, on l'a dit, vous dissociez pas grosse
et négo ou account exécutive. C'est quoi les bénéfices de ne pas dissocier ces deux actions? Alors, premier bénéfice qui est vraiment purement humain, c'est proposer aux sales des périmètres de poste plus larges, en particulier pour les métiers très prospection. Je pense au sales development représentatif, où c'est des métiers où voilà, c'est très répétitif d'appeler toutes nos tâches du jour sur le CRM. Là, ça permet d'être un peu plus varié comme activité, d'avoir un peu de raisonnement, de se dire, bon, là, par exemple, le SDR de Job2Bidon a vu qu'on avait rentré une filiale du groupe Rexel comme client. Il s'est fait un sprint gros sur toutes les filiales du groupe. Donc, c'est intéressant. Ça permet en plus d'encourager à la prise d'initiative. Donc, ça, c'est le premier aspect. Puis, le deuxième aspect, il est plus opérationnel. En fait, le cold emailing est à distinguer du mass emailing. Ça permet de faire des séquences plus customisables, plus targetées, puisque c'est le sales qui, avec ses retours marché, va se dire, bon, je vais targeter cette cible-là avec cet argument de vente. Donc, à la fois, ça permet de plus targeter, et en plus, ça permet d'avoir des sémantiques plus élaborées et plus à propos en fonction du secteur. Je prends un exemple assez intéressant qui est vraiment une pratique sur lesquelles on a des taux de retour assez intéressants. C'est suite à des salons. Par exemple, le salon Legal Tech. On va réaliser qu'on a une jolie référence en Legal Tech. Il y a un salon 10 jours auparavant. Et ben, on va scraper via des outils de growth tous les participants du salon. Et on va construire une séquence name list totalement adaptée à ça, en disant, on a vu que vous étiez participant au salon, on était passé voir nos clients un tel et un tel. Voilà, ça peut être pertinent qu'on échange. Et là, on a des taux de retour, déjà des taux d'ouverture hyper intéressants, puisque la personne se sent très concernée, puisqu'on parle du salon auquel il était il y a quelques jours. Et en plus, on est très à propos, puisqu'on a des clients qui étaient exposants au salon. Donc, l'avantage, c'est le timing, puisqu'on est sur une prospection qui se base sur un référentiel temporel, qui est le salon et qui est récent. Ensuite, on est à propos, puisque le client est exposant. Et enfin, c'est une bonne façon de présenter des références présentes au salon aussi. Donc ça, c'est un bel exemple. Et ce serait peut-être pas possible sur une équipe growth qui est moins en accord avec le marché, qui est moins au courant de ça, qui est moins au courant des clients présents dans le cabinet. Donc, ça a tous ses avantages. Ouais, ça a vraiment l'avantage de plus responsabiliser les vendeurs aussi. Moi, je trouve que toujours que c'est important d'avoir des périmètres un peu complets pour être réellement être maître de ses résultats, quoi, et pas être dépendant dans l'organisation d'autrui en permanence. Un petit point quand même par rapport à ça, je suis assez surpris que tu puisses scraper les participants du salon. Alors, ça nécessite un petit peu de travail à la main. En fait, on fait ça via bon, c'est un peu, je fais un placement de produit d'Isaït, mais voilà, c'est grâce à une société qui s'appelle Isaït qui fait de l'enrichissement manuel. C'est une super entreprise et en fait, on peut leur mettre des noms d'entreprises sur un Excel et ils vont nous retrouver les personas adaptés à chaque entreprise. Donc, on va dire, on veut échanger avec SalesDeck. Ils vont retrouver Gabriel, le CEO, éventuellement. D'accord. Donc, tu as pris, c'est pas tant les participants, mais plutôt les exposants, quoi. Les exposants, excuse-moi. Ouais, ok. Ceux-là, tu trouves les boîtes, et puis derrière, tu enrichis manuellement tous ceux qui ont pu y être. Ok, je comprends bien. Je crois que c'était vraiment l'éditeur, et je connaissais pas de salon qui donnait en public, même sans les emails, l'adresse des participants. Non. Sinon, je m'y serais mis. C'est bien les exposants. Très bien. Donc, rapidement, pour finir aussi sur cette partie sémantique de la séquence d'email, qui est un élément essentiel. Le dernier avantage d'avoir les sales qui construisent ces sémantiques, c'est qu'en fait, c'est les sales qui parlent au marché tous les jours, c'est les sales qui savent les arguments qui marchent bien, c'est les sales qui savent les enjeux des clients inhérents à un secteur, et c'est pas le growth
qui a un peu de distance par rapport à tout ça, qui va trouver l'argument qui va faire mouche. Donc voilà, ça permet aussi, ça a aussi cet avantage. Et tu peux nous donner un peu un exemple d'une journée d'un hybride gros SL chez vous? Comment il s'organise? Est-ce qu'il fait une séquence tous les jours, une nouvelle? Ou est-ce que il la fait une fois par semaine et après il l'exploite? Enfin, c'est une journée type ou une semaine type, je sais pas ce qui est le plus adapté. Ouais, voilà, ce que j'allais dire, c'est plutôt la semaine type qui est adaptée. Et c'est assez simple, hein. Nous, les semaines, bon, lundi matin, beaucoup de réunions, je pense que c'est assez général à tout le monde, mais dès le lundi après-midi, pour le coup, qui sont des heures pas forcément très productives, très fructueuses en termes de call, le lundi matin en réunion, on réfléchit à quel sprint est pertinent à faire. Et puis, dès le lundi après-midi, on s'y met, on construit des sémantiques. On a des séquences d'Emlist qui tournent en permanence. Et puis, on a des sprints chaque semaine qui sont issus de bases de données en particulier qu'on va trouver, qui sont issus de liste de levée de fonds pertinente. Voilà, c'est hyper varié et ça, c'est fait dès le lundi après-midi. Et puis, débrief le vendredi des résultats de la semaine. Donc, voilà, il y a deux créneaux qui sont faits pour ça, le lundi après-midi et le vendredi après-midi. Et entre les deux, le sales, lui, va plus faire du call calling ou répondre aux mails qui ont été ouverts, prendre des rendez-vous, et ce genre de choses. Exactement. C'est gérer les retours, et puis appeler. Là, on va faire ce qu'on va faire du tied emailing, pas du cold emailing. Bon, ça fait un jargon de plus. J'ai aussi entendu le smart calling plutôt que le tied calling. Chacun l'appelle comme il veut, mais le but, c'est vraiment d'aller appeler des personnes qui ont déjà entendu parler de nous. Donc, ce qu'on va faire, je fais encore un petit placement de produit, mais Lemlist, c'est très pratique pour ça. Lemlist permet de télécharger uniquement les personnes qui n'ont pas répondu mais qui ont cliqué sur un lien dans le mail et on va coller eux coller du coup eux en priorité, sans dire vous avez cliqué sur le lien évidemment, mais en s'appuyant sur ça, on sait que c'est des gens qui ont exprimé un intérêt. Et encore une fois, le timing est hyper important. C'est fait assez rapidement après et on a un cycle de vente, un cycle de prospection en tout cas qui est assez clair comme ça et qui consiste à voilà, tous ceux qui n'ont pas répondu logiquement, on va essayer qui n'ont pas répondu mais qui ont cliqué, on va essayer de les appeler et ça c'est fait dans la semaine en plus des réponses aux mails. Et là-dessus, dans la répartition des sprints, ça va être, il peut avoir plusieurs commerciaux qui bossent sur une même base ou c'est chacun part avec sa base et son call d'email à faire et est autonome dessus? Chacun va appeler la séquence, le scrap qu'il a construit. D'accord. Donc chacun a son scrap, a sa base, a sa séquence. C'est pas une séquence pour 3 sales, ce genre de choses, quoi. Non, 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 non. C'est ça qui est hyper important, c'est vraiment d'avoir chacun à son ownership. On a un dashboard général, on a les campagnes de tout le monde, mais chacun sait très bien, enfin, on a des dossiers de campagne pour chaque sales, et comme ça, on sait quelle campagne est à qui, et à la fois, on peut avoir une overview générale sur tout le monde, et à la fois, on peut avoir une vision personne par personne. Et par contre, voilà, les autres outils sont bien communs, on n'a pas besoin de distinguer, on s'en sort très bien comme ça, c'est suffisamment bien fait comme ça. Mais sur les listes en particulier, c'est important d'avoir une bonne organisation pour pas faire 2 fois les mêmes choses. Donc, ça nécessite un peu de reporting. Mais voilà, avec un petit peu de... C'est pas rocket science, hein. Ouais, mais effectivement, faut pas refaire la même campagne que l'autre a fait, donc il faut quand même que chacun sache. Est-ce que comme ça, tu distingues dans des profils qui vont être très bons en grosse et potentiellement moins bons au téléphone ou vice-versa? Ou est-ce que finalement, il y a une forme d'homogénéité où, quand il est bon en grosse, il est bon au téléphone parce qu'il a bien compris le marché, il fait des bons mails, enfin, justement, ça a bien challenger l'idée de dissocier ou pas ces deux fonctions d'ailleurs. Alors, ce qu'on observe pour l'instant, c'est la compétence growth sur des outils comme ceux qu'on utilise est très simple à apprendre. C'est hyper intuitif. Donc, en fait, on ne demande même pas une compétence growth à l'entrée. Non, mais niveau technique, on est d'accord, c'est beaucoup plus au niveau sensibilité de la proposition, du message, du côté catchy du message ou de la manière de bien personnaliser. Il faut une certaine empathie qui est peut-être pas la même qu'au téléphone, quoi. Ouais. Pareil, ça s'apprend et puis ça va plus loin, ça s'itère en fait. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui pratique une fois que c'est gardé sur le périmètre sales, c'est l'A/B testing, c'est ce genre de choses.
Et en fait, très vite, on a les séquences qui répondent bien, on a les sujets qui répondent bien. Donc, les gens partent de ça systématiquement pour construire une nouvelle séquence. Mais non, l'empathie growth, c'est vrai que c'est un point important à avoir, mais ça s'apprend bien. Et puis surtout, on peut se baser sur ce qui a déjà été fait et on a déjà une idée de ce qui marche bien. Le sujet intro, par exemple, on sait que c'est quelque chose qui marche bien. Le sujet découvrez Job to be done, bah, ça peut marcher sur certaines tas de cibles, mais voilà, d'une façon générale, voilà, on sait qu'on a des taux d'ouverture moyens sur ce type de sujet. Donc, on a déjà une donnée empirique qui permet de se baser sur ça, peu importe ta sensibilité growth. Et ensuite, chacun est dans une logique d'itération. Donc, tu as envie d'essayer, j'ai envie d'essayer ce sujet original, bah, tu essayes pendant un mois et on fait le bilan. C'est quand même suffisamment pratique de voir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas grâce à la data pour se priver d'essayer. Alors, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, juste en termes de résultats, aujourd'hui, un hybride sales growth chez toi, il génère combien de rendez-vous par semaine, grosso modo? L'objectif, il est à 5 rendez-vous. Donc, c'est un objectif, voilà, c'est une target. 5 rendez-vous pris en cold call et 5 rendez-vous pris en emailing. D'accord. En réalisé, c'est un peu plus en emailing. D'accord. C'est plus 7-5. D'accord. Donc, Super. on est sur la prestation de conseil, donc je viens de chez Payseed sur des solutions SaaS, c'est sûrement pas les mêmes KPI, mais sur du conseil, c'est un peu différent quand même comme approche. Super. Merci beaucoup, Théodore. C'était passionnant. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, SalesDeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur SalesDeck.io. Merci, Théodore. Merci, Gabriel. À bientôt.